La Société des écrivains et écrivaines de la Mauricie, en collaboration avec la Gazette de la Mauricie, présente Entre guillemets, une balado-diffusion qui va à la rencontre des créateurs et créatrices d'ici. Entre guillemets, c'est un temps d'arrêt pendant lequel deux auteurs s'entretiennent avec moi, Christian Bouchard. Au fil de la conversation, ils se révèlent par leur vision de la création, leur complicité, leur coup de gueule. Ils étaient à peine installés dans notre studio que déjà on savait qu'il y aurait une franche camaraderie entre nos invités Élise Rivard et Étienne Poirier. Le titre du roman d'Élise Rivard, L'arrivée inopinée de la patate poilue, était sans doute un présage. Chose certaine, c'est avec leur bonne humeur contagieuse que les deux auteurs jeunesse ont échangé sur leur conception de la littérature jeunesse et du travail éditorial. Alors donc, que ce soit pour Élise ou pour Étienne, question tout simple, quelqu'un veut écrire un roman jeunesse. Il vous demande conseil. Vous lui dites quoi? C'est une excellente question. C'est ouais, hein? Mais je vais aller ça fait plus longtemps. OK, donc on y va par ancienneté? Oui, on y va par ancienneté. L'expert bon. d'abord. Moi, je dirais d'abord, il faut écrire. Je pense que, en fait, dans mon idéal, à moi, la question de la littérature jeunesse ne serait qu'une préoccupation d'éditeur. Une préoccupation de mise en marché. Selon moi, là, en fait, moi, quand je m'attarde à un projet, quand je m'attaque à un projet, j'écris. J'écris simplement en me disant « fais le meilleur texte que tu peux ». Il se trouve que j'ai un faible pour les protagonistes enfants, donc ça vient créer des situations où ma narration va descendre peut-être à un niveau un peu plus simple, quoique, en tout cas, j'aime bien les jeux narratifs, là. Mais je dirais, la première des choses, c'est assure-toi de faire de la littérature. Commence par ça. Après, tu décideras si c'est jeunesse ou pas, ou tu laisses ton éditeur décider, mais c'est un métier sérieux, je pense. En tout cas, moi, je trouve que c'est un... Ben oui. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Ben, c'est un peu différent, mais j'aime tellement ce que tu viens de dire, Étienne. C'est aussi sérieux. Parce que même quand j'étais à l'université, on apprenait la paralittérature, les sous-genres. Je trouvais ça drôle, les sous-genres, des genres considérés souvent. La littérature jeunesse a été considérée moins. Remarque le policier, les romans Harlequin, tout ça. Tout était mis un peu comme si c'était un peu moins sérieux. Alors que la démarche, l'écriture, le processus est le même. C'est juste que le contenu est ajusté. Oui. Mais en fait, moi, ce que je trouve, tu parles de genre sous-genre, ouais. Et je trouve ça intéressant que tu abordes cette question-là. Ah. Élise. J'ai dû le sentir. J'ai fait de la télépathie. C'est les deux A aujourd'hui, Étienne et Élise, on est Oui, absolument. le double A. Mais il y a une question avec les littératures de genre qui est... Moi, j'aime pas paralittérature, j'aime littérature de genre comme expression, qui est de l'ordre de respectons un code. Et puis ça, moi, personnellement, ça me dérange un peu. Puis l'idée de mettre la littérature jeunesse comme un genre, moi, ça vient me chicoter vraiment profondément parce que je me dis, non, quelqu'un fait un roman policier jeunesse, il fait une littérature de genre, mais quelqu'un fait une littérature, je sais pas, comme l'arrivée inopinée de la patate poilue, classons ça. Je sais pas où ça va. Puis aventure. Ben ça reste la littérature, point. Il se trouve que c'est mis en marché, c'est des jeunes lecteurs qui vont l'avoir entre les mains, mais je vois pas ça du tout comme une littérature parallèle. Là. Non, c'est ça. J'ai toujours détesté, moi aussi. Mais je pense que la mouvance est un peu changée parce que je sens que la littérature jeunesse a un poids au Québec dans la littérature. Les jeunes lisent beaucoup. Moi, j'entends souvent « Hey, non, t'es chanceuse d'écrire pour les jeunes. J'aimerais ça, je suis pas capable. » Mais pourtant, non, comme tu dis, il suffit d'écrire. J'ai peut-être une préoccupation. J'aimais beaucoup à l'université les théories du lecteur. Et là, j'avais pris conscience qu'on peut écrire en pensant à son lecteur. Et j'ai réalisé que c'est peut-être pour ça que j'aimais la littérature jeunesse avant la littérature adulte. Dans mon cas, j'avais envie d'avoir l'impression de
parler, d'être à la maison toute seule, puis déjà d'imaginer le jeune qui tripe, qui lit, puis que je suis en train de lui raconter l'histoire avec un délai. Fait qu'on dirait que c'est sûr que ça peut être un piège. Je vois ta face. Vous la voyez pas, mais moi, je la vois. Mais en fait, c'est une question... Encore peut-être un piège, oui. C'est En fait, peut-être un je jongle- piège. je C'est jongle peut-être avec ta dangereux de réponse. dire que l'écrivain adulte ne pense pas à son lecteur ou il faut penser ou pas penser. Moi, des fois, j'avais l'impression de dire « Hey, est-ce que... » J'avais la préoccupation peut-être parce que je suis une nouvelle auteure. Est-ce que ça va plaire, ce que je suis en train d'écrire? Tu sais, j'avais comme un peu... je m'observais un petit peu dans mon écriture. Puis là, j'essayais de penser à mon lecteur. Est-ce qu'il va rire? Est-ce qu'il va comprendre ma blague? Est-ce que là, je suis trop vieux, trop jeune? On dirait que je me suis mis à me questionner beaucoup, peut-être parce que je commence. Je me suis peut-être questionnée plus, mais je suis déjà du genre à trop penser. mais Étienne, qui a plus d'expérience, c'est du moins comme ça qu'on l'a présenté. Alors donc, oui, j'ai décidé de mettre Grand Manitou. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'était comme ça au début, puis maintenant, avec le temps, avec l'expérience, il y a moins ce côté je veux plaire, j'observe ce que j'écris, je pense à mon lecteur? Je ne sais vraiment pas comment me positionner par rapport à cette question-là. La question « je veux plaire », là, je pense que humainement, comme individu, quand je sors un livre, j'ai vraiment envie qu'il plaise. Puis tu sais, je suis le premier à être à l'affût de tout ce qui peut se dire, des moindres échos là, que je peux entendre sur mes livres. Je veux dire, je suis à l'affût de ça parce que oui, on aime plaire forcément. Ben, je pense que oui, simplement. Oui. Mais dans la démarche d'écriture, dans le processus... moi, j'ai vraiment l'impression que je m'adresse au texte. J'ai l'impression que je suis dans le texte et que c'est à lui que je m'adresse, puis que c'est de lui que j'attends les échos. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de lui que j'attends, donc du texte que j'attends les échos? En fait, quand je leur lis le texte, je veux savoir si dans mes oreilles, dans ma tête, dans mon affect, pour prendre les mots qu'on a appris, ça réagit comme j'aimerais le lire. Plutôt que comme... Je me sens pas du tout dans une dynamique de communication. Je me sens pas... Pourtant, c'est ce que je fais quand j'écris. Je suis en train d'émettre du texte, mais je le vois pas comme un message. Tu sais. Une communication, c'est un mouvement linéaire. Tu sais. Je prends un objet qui est mon message, je l'envoie vers Élise. Élise le capte et me le renvoie à son tour. C'est comme une partie de ping-pong. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus lancer un boomerang d'écrire. Tu sais. Je lance vers là, parce qu'il y a là quelqu'un qui est susceptible, mais qui est tellement hypothétique de le recevoir que j'ai l'impression que je m'y attends moins. Puis quand ça me revient, ben là, il faut que ça marche. Mm-hmm. Entre moi et moi, il y a quelque chose qui doit s'installer. Puis après, je me dis, ben, c'est bon, j'ai lu, je dois savoir ce qui n'est pas pire. Là, tu me fais réaliser, c'est bon, on fait comme une réflexion à deux. Absolument, avec notre tête tout seul, on ne réalise pas certains processus. Puis là, en t'écoutant, j'ai fait, je pense que je suis en train de comprendre pourquoi moi, je fais ce processus-là d'avoir l'impression d'avoir une communication directe. Parce que moi, j'ai été plutôt 20 ans comédienne avant d'arriver à l'écriture. Donc, est-ce que mon métier de comédienne teinte cette façon-là de raconter? Avec le souci du public? Parce que, oui, je pense que j'ai l'impression d'essayer de sentir un peu le public, puis en même temps, sans me censurer. Mais on dirait que j'ai comme une conscience que tous les sujets se racontent, mais on dirait que parfois, quand je l'écris, on dirait que je me plais à visualiser, à imaginer la personne qui reçoit. Puis ça m'arrive un texte écrit, quand je le revise, de le lire à voix haute, avec l'oralité. Alors que pourtant, c'est un roman, c'est pas du théâtre. Mais j'ai comme un processus de comédienne que je pense que j'ai inclus. Puis je me plais peut-être à imaginer, ça me semble, ça va faire rire. Ah non, ça, c'est compliqué. Ah, ça, c'est pas drôle. On dirait que je me questionne comme si je me mettais à la fois le lecteur et l'écrivain. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que la personne que tu mets en tant que lecteur, c'est encore toi. Oui, dans le fond. On revient à ce que je dis. Je m'imagine, moi, qui le lirais, que je suis enfant, puis... Ça me fait rigoler ou pas, ou je comprends ou pas. Mais il y avait aussi le côté lecture à voix haute. Hein. Je vais lire à voix haute. Oui, j'ai tendance à lire beaucoup à voix haute. Oui, mais dans Une caravelle nommée Bourlinguette, donc d'Étienne, Étienne, à la toute fin, donne des conseils aussi de lecture à voix haute. Donc, on voit que là aussi, est-ce que ça joue dans le processus d'écriture, un peu comme chez Élise, le fait de... Est-ce que vous vous relisez à voix haute? Oui, absolument. Pour moi, une phrase est complète quand elle se dit bien. Moi, j'écris. Moi, j'aime dire que j'écris
un peu comme je ferais de la musique. Là, je me lis, puis il faut que la rythmique est importante dans mes phrases. Toujours. Je relis toujours à voix haute. Je vais peut-être revenir aussi à une remarque d'Étienne. Il disait au tout début de l'entretien que c'était plutôt une préoccupation d'éditeur, littérature jeunesse. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Quel est le rôle de l'éditeur dans le « comment j'écris mon roman jeunesse ». C'est sûr qu'il y a un rôle important parce que, en effet, tous les sujets, ceux qui disent, des fois, il y en a qui me disent, ouais, mais tout ne doit pas se raconter à des jeunes. Non, je crois que tout sujet, que ce soit les drames qu'on vit, la grande histoire, je pense que absolument tout, même je trouve que les jeunes reçoivent mieux, des fois, que les adultes font des tabous, des peurs. Le contraire serait un non-sens, à mon avis. Je veux dire, ils vivent dans le même monde que nous. Je veux dire, les problèmes qui nous affectent, les affectent eux aussi. Au même niveau, non, bien entendu, mais je veux dire, une shop qui ferme, un papa qui perd son emploi, qui tombe en dépression, je veux dire, l'enfant, il est là, il est témoin, il est dans cet univers-là. Fait que moi, je pense que oui, tout se raconte. Et c'est là qu'en effet, le travail de l'éditeur peut embarquer. Ça peut, peut-être qu'il y en a, dépendant de chaque éditeur, il y en a qui ont peut-être vécu des expériences traumatisantes où l'éditeur a nui dans le processus. Moi, dans mon cas, j'avais une très bonne direction pour une première fois. Puis en effet, elle m'a fait réaliser la ligne éditoriale. Donc, qu'est-ce que l'éditeur, dans leur type de maison, écoute, ce genre de blague-là que tu as mis, ça, c'est des choses qu'on aime moins. Alors, va commencer à trier un peu pour moi des choses que j'ai pas pensé, que, mais pour le niveau de langage, ça, c'est trop jeune ou c'est trop vieux ou va même carrément changer ma catégorie. Ça dépend toujours quoi. On discute, il y a puis chaque maison d'édition est différente. Je n'ai que 2 livres. Oui. J'ai vécu des expériences très différentes avec mon premier roman et chez Druide, c'était chez Tissard le premier, chez Druide, c'était même un processus à 4. Pour une simple nouvelle, on avait une discussion à 4. Il y avait le directeur de collection et 2 éditrices. Donc, on était 4 et j'avais peur qu'on s'enfarge. Et au contraire, j'ai beaucoup aimé, tout le monde était très ouvert sur la discussion. Chacun m'arrivait avec... Il y avait en plus la correctrice de français, la réviseur. Donc, en fait, on était 5 sur un texte. Et corrige quelque chose, je fais « Hey, c'est drôle, en corrigeant, en améliorant le français, on a perdu la magie poétique, l'humour que j'avais mis dans telle phrase. » Ah, t'as raison. Ou telle affaire? Non, je comprends pourquoi vous avez changé ça. Ça punch, ça rend plus dynamique. C'était vraiment comme un échange. Moi, à date, j'ai pas détesté, j'avais peur. Je pense que ça soit un peu comme le rôle du commandeur. Oui, là, la dictature de l'édition, puis on va couper, puis là, je vais détester. Je me rappelle que la première chose que j'ai demandé quand j'ai donné mon manuscrit de l'arrivée inopinée de la patate poilue, j'espère que vous n'allez pas changer mon titre. C'était ma première préoccupation. Elle m'a dit, non, on adore le titre, on adore tes titres de chapitre, ça va être dans le texte. Et là, c'est très surprenant. On m'avait préparé, tu vas voir, il va y avoir beaucoup de rouge. Il y a beaucoup... Mais après ça, je me rendais compte, non, les places où on coupait, ce regard-là extérieur, il est nécessaire. À un moment donné, on vient qu'on pogne une limite avec notre propre tête, là. Étienne, est-ce qu'il y a tout de même des thèmes que vous ne souhaitez pas aborder en littérature jeunesse et si oui, lesquels? C'est une excellente question. Je me suis jamais tellement posé cette question-là. En fait, il y a des endroits où je ne veux pas aller, mais je ne suis pas sûr que c'est tant au niveau des thèmes qu'au niveau du traitement de la chose. Moi je déteste le racolage, là. Mettons, juste au niveau de l'utilisation de la langue, j'irai jamais essayer de narrer comme les jeunes parlent entre eux, parce que c'est pas la langue que j'ai. Puis, non, mais c'est vrai, je me sentirais comme un genre de faux mononcle cool qui essaie de dire... l'appropriation culturelle, mais jeune. Top méga ultra cosmo cool, les jeunes.
sais, non, je suis pas là oui, du le tout. mon oncle qui essaie d'avoir des skills. Ouais, c'est Check, ça. yo. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est un fait que chez les deux, on ne retrouve pas ça. Autant Non. dans l'arrivée inopinée de la patate poilue, on ne retrouve pas ça non plus. On n'a pas de racolage. On sent que par le langage, tout ça, on essaie Je pense que j'ai non. inventé, mon aîné, elle a une expression, il arrive comme, ça me fait penser, tu sais, comme, si Séraphin barat à beurre. Tu sais, bon, tu cherches, tu essaies d'inventer des jurons. Je pense que j'en ai inventé un quelque part, juste parce que j'ai aucune idée. J'ai pas d'enfant. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent les jeunes de 9, 10, 11, 12 ans. Puis j'avais peur d'avoir l'air de la matante. Qui essaye d'être tellement cool. Puis dès que tu l'essayes, t'es nécessairement pas cool. Puis tous les emprunts sont un cliché, de toute manière. Oui. Fait que tu sais aussi bien l'inventer, ta langue. Oui, puis c'est d'y ça. aller. Mais quand je parlais de thème aussi, c'est que, par exemple, aujourd'hui, on voit qu'il y a une plus grande sensibilité aux trans, par exemple. Il y a une plus grande sensibilité à la diversité culturelle, etc. Est-ce que ce sont des thèmes où vous vous dites, bon, ben, je vais y aller, je vais tenter de voir. Puis du côté d'Étienne, avec Niska, ça se passe quand même dans une communauté autochtone. Alors, Étienne est blanc. Est-ce qu'il s'est senti autorisé à traiter ce thème-là? Est-ce qu'il s'est posé cette question-là? C'est la nouvelle Vous êtes-vous question posé cette qu'on question-là? doit se poser tout le temps Oui, maintenant. puis pour vrai, c'est une question qui, moi, me met vraiment très mal à l'aise. Pas dans le sens que je souffre du syndrome de l'imposteur, dans le sens, je me questionne véritablement sur la justification de cette question-là. Bon, faut que je ne me gérerai pas faire de l'éditorial ici. J'ai passé 13 ans et demi in situ chez les Atikamekw. À un moment donné, je pense qu'il faut se poser la question à partir de quand une culture fait partie de nous. Moi, je pense qu'au bout de 15 ans, je ne suis plus un Québécois de souche blanc de Sainte-Rose à Laval qui n'a pas vu le pays, là. 15 ans à parcourir les territoires, à écouter les légendes, à partager des soirées au bord du feu, à manger de l'ours. À un moment donné, à Atikamekw, je ne le serai jamais, mais je le suis aussi un peu, je pense. Puis je veux dire, c'est en toute humilité que je le dis, tu sais, je l'affirme avec mon cœur. Là. C'est pas un droit que je revendique. Je considère que c'est incarné. Là. Fait que de ce côté-là, oui, en fait, moi, je m'autorise à parler, mais je parle jamais des Amérindiens en général, par exemple. Je ne parle que des Atikamekw de Manoine. Ce sont eux que je connais. Oui. Et c'est là que j'ai fait mon expérience autochtone. Ceci dit, dans Niska, bon, ce livre-là arrive au bout d'une douzaine d'années de témoignages entendus, de commentaires entendus. En plus de ça, j'ai fait de la recherche. Là. J'en ai rencontré des aînés pour ce livre-là. Il y a plusieurs épisodes qui sont là-dedans que j'avais imaginé a priori, puis que j'ai validé auprès de personnes pour voir si c'était crédible ou réaliste. Puis j'ai adapté certains trucs de mon histoire pour ça. Puis aussi, ben, c'est une histoire de déchirement puis de séparation familiale, d'abord et avant tout. En fait, moi, ce livre-là, je le vois comme une exploration de la relation père-fils dans la distance. Puis à cette époque-là, moi, je vivais à Manoine les semaines et les fins de semaine avec ma famille. Ce déchirement-là, je le vivais chaque semaine. Je ne veux vraiment pas dire que c'est le même genre de déchirement. Parce que non, mais vous étiez à 5 heures de route au moins. J'étais à 3 heures, 3 heures et demie de route, puis 5 heures selon l'état du chemin. Ouais. mais je veux dire, j'étais loin de mes enfants, je sentais cette distance-là, puis ça me minait moi-même, puis je me disais, fois 1000, ça donne quoi? Et puis, ben, ça a donné Niska, simplement. Fait que, c'est un roman qui est basé dans un moment historique, qui est basé, qui est campé dans une culture. Mais c'est aussi un roman sur moi, là. Fait que, je veux dire, si j'ai besoin d'un outil qui me fait passer par l'altérité pour parler de moi, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Étienne Poirier, Niska. Le pensionnat. Ce mot ne revêtait aucun sens pour moi. Je n'en avais jamais entendu parler. Moi, ma vie était faite d'épinettes, de lacs et de mouches noires. L'autocar s'est immobilisé devant un immense bâtiment.
Des rangées de fenêtres vitrées s'étiraient en parallèle sur les 3 étages peints en blanc. Il y avait une très grande croix qui se dressait devant. Des frères, vêtus à la manière du curé Beauchemin, et des religieuses à cornettes se tenaient droits et souriants au bas de l'escalier menant à la porte de la bâtisse. Quelques-uns ont toussé dans la poussière de pétrole qui entourait notre véhicule. « Maintenant, souris et garde le silence. Ne parle pas notre langue. N'appelle pas tes parents même si tu es triste. Et dépêche-toi d'apprendre les prières. » Isidore m'avait parlé en récupérant sa valise. Puis il s'était éloigné à la suite des autres. Moi, j'avais attrapé le paquet ficelé que m'avait remis ma mère et le serrant contre mon cœur qui battait à tout rompre, j'ai descendu sur mes petites jambes flageolantes les 3 marches qui me séparaient de la terre ferme. Et tout s'est enchaîné très vite. « Je te demande pardon, Pierre-Chiche. Tu n'as rien à te reprocher, papa. Au contraire, je t'aurais jamais enseigné à chasser, ni trapper le castor. J'ai permis qu'on t'éloigne de nous, ta famille, sans me demander ce qui était véritablement bon pour toi. Et quand j'ai vu le mal que ça te faisait, j'ai rien fait pour changer la situation. Rien. Ne te blâme pas, papa, ni maman d'ailleurs. C'est le monde qui est cruel. Vous avez fait ce que vous croyiez juste, vous pensiez agir pour le mieux. Après, il était trop tard. J'aurais fait la même chose. Ce n'est pas votre faute. Je sais que vous m'avez jamais voulu de mal. Il a eu une quinte de toux profonde et rude. Je lui ai servi un verre d'eau. Après avoir pris quelques gorgées, il a ouvert le tiroir de sa table de chevet et en a tiré une clé. Il me l'a remise. « Prends-la. Elle est pour toi. » Il a toussé encore. Il a posé sa main sur la mienne et a souri. « Je savais que tu reviendrais. » J'ai souri à mon tour. « Je l'avais promis, papa. Ça aura juste pris du temps. » On parlait de quel sujet on ne traiterait pas, puis là, c'est est-ce que j'ai mis un peu de ma vie? Je vais pouvoir tout répondre à ça en disant que moi, pour un premier roman, avant d'aller dans quelque chose qui est très, très loin de moi, même si là, les gens ne comprendront pas de quoi, mais la patate poilue, c'est pas proche d'elle. Là. Mais j'ai mis beaucoup d'éléments de ma propre enfance, combinés avec des gens que je connais autour de moi. Et après ça, j'ai mis ma dose d'imagination, mais je trouvais que c'était plus simple. J'aurais pas, je pense, dans un premier roman, j'aurais pas abordé la transsexualité, les transgenres, la violence conjugale, la guerre au Japon en tel siècle. Avant de commencer par... Moi, j'avais envie de commencer par quelque chose en mettant des éléments communs un peu de ma vie et broder à partir de ça. Puis je me dis, avec l'expérience ou l'aisance, après ça, je vais aller plus loin. Mais il y a plein de personnages. Moi, j'ai vécu avec ma grand-mère. Quand j'étais toute petite, j'étais la seule à l'école primaire qui vivait avec sa grand-mère à la maison. Mais ma grand-mère m'a pas transmis autant de sagesse. Elle était très intérieure. Elle parlait pas beaucoup, ma grand-mère. Donc, j'ai un peu imaginé... Peut-être j'ai imaginé la grand-mère que j'aurais voulu avoir, une grand-mère qui transmet plus ses émotions puis ses idées que d'intérioriser tout ce qu'elle vivait. Et je vois un peu la relation que ma mère a avec ma nièce, n'ayant pas d'enfant, mais je vois quand même le lien grand-mère, petite-fille. Je vois comment que ma mère est très différente, elle est beaucoup plus proche. Et là, dans le fond, j'ai mis en scène, comme Annabelle, c'est le nom de ma nièce la plus vieille, dont je suis la marraine. Et là, j'ai mis une grand-mère... même Monsieur Chen, le Chinois du village, qui est le seul Chinois dans le village, et il a la cantine à patates frites. Fait que donc, je suis sortie du mets chinois, là. Mais même lui, Monsieur Chen existe, c'est mon professeur de mandarin. J'ai eu envie de nommer des gens, de mettre quelques points d'ancrage, comme des bouées de secours. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'étais capable d'imaginer Annabelle dans sa personnalité réelle, puis me partir d'un point réel. On dirait que ça m'a aidé, moi, à broder toute l'imagination super éclatée. Après, j'aimais ça m'amuser de points connus. Et après ça, voir comment, j'envoyais ça dans le ciel, dans l'univers, c'est le cas de le dire, là, avec la patate poilue qui arrive, on ne sait pas où, qui est extraterrestre, qui débarque du ciel, elle a l'air d'une étoile filante, et finalement, ça se révèle être
une patate poilue extraterrestre qui s'écrase dans Et- le et village dont le plus les- ennuyant du monde. Et dont avec les poils de la patate poilue, on fait des perruques. Oui, on comprend ces que ces perruques-là poils... vont contrôler les parents Oui, qui parce vont que ça devenir donne des que le zombies. village dans lequel est campée l'histoire, il y a le plus grand nombre de chauves au Québec. Comme je disais, là, il y a beaucoup de chauves dans ce village-là, ça donne bien. C'est pas pour rien que la patate est arrivée là et les fameux poils de la patate, oui, servent à faire des rallonges, des perruques qui s'implantent dans le cerveau des adultes. Et évidemment, les adultes deviennent un peu contrôlés par la patate et c'est aux enfants de sauver le village et carrément le monde éventuellement. Là. Ouais. Élise Rivard, l'arrivée inopinée de la patate poilue. Grand-maman, quand t'étais petite, est-ce que c'était aussi plate qu'aujourd'hui? Plate? J'ai jamais trouvé ça. On faisait le décompte jusqu'aux vacances tant on avait hâte. Jeune, je m'amusais comme une petite folle avec mes amis. On s'inventait des jeux, on vivait des aventures. L'été filait toujours trop vite. Il faut être créatif. C'est bon de s'ennuyer parfois. C'est comme ça qu'on développe notre imagination. Il me semble que j'ai beaucoup d'imagination, pourtant. Est-ce que ça se peut que je sois arrivée au bout de mon imagination? On en a peut-être une réserve et j'aurais déjà épuisé la mienne. Fini les nouvelles idées, condamnée désormais à m'ennuyer pour le restant de mes jours. Exagère pas, ma chouette. L'imagination, ça n'a pas de fin. C'est comme l'univers et les étoiles, impossible d'en arriver au bout. C'est juste que tu regardes pas dans la bonne direction. C'est certain que lorsqu'on marche en regardant par terre, on voit pas le bout du chemin. Pas sûr de comprendre, grand-maman. Essaie des choses nouvelles. Observe le monde autrement. Quand on regarde ce qu'on connaît bien, mais avec un autre œil, ça peut devenir intéressant tout à coup. Lève les yeux et regarde plus haut. Viens, on va se cuisiner quelque chose de bon. Mais il y a la dimension aussi du jeu, je pense, qui entre en ligne de compte. C'est-à-dire que, bon, je le disais tantôt, avec la Caravelle, une Caravelle nommée Bourlinguette, la lecture en voix haute, on en parlait au début, le fait de mettre en scène, de mettre en jeu la lecture, ça permet au lecteur aussi de se sentir vraiment dans cette énergie-là de la lecture. Alors qu'à un moment donné, on a l'impression que la lecture devient quelque chose de... c'est une corvée, c'est quelque chose qui appelle au contraire au moins de réactions possibles, etc. On a cette impression-là. Je ne sais pas si vous, vous avez la même... Ça, c'est quand même complexe, à quel point là, on perd ou on gagne notre lecteur. Mais oui, c'est sûr que moi, je pense que ce qui m'a interpellée au départ vers la littérature jeunesse, là, je glisse dans probablement peut-être un pourquoi, là, je commence à me trop mettre l'orteil là-dedans, mais tu sais, il y a je devance. On chemine. Ouais, mais tu sais, il y avait quelque chose que moi qui me captive des fois différemment, cette espèce de mise en scène peut-être qui est pour moi différente. Le même roman, si je le réécrivais pour des adultes, ne serait pas écrit de la même façon, mis en scène de la même façon, avec les mêmes codes, évidemment. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui... Moi, j'aime capter l'imagination. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose. Puis je pense qu'il y a aussi un foisonnement de genre. Il y a des mouvances, il y a des modes. Oui. Je me rappelle aussi que plus jeune, des jeunes qui lisaient la BD, c'était vu comme tu lisais pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, on encourage beaucoup plus. Avant, c'était tu lis des romans, tu lis de la BD. Alors que je trouve que les enseignants, en effet, font un beau travail d'encourager toutes les formes de lecture. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'ouverture. Il y a moins on découpe moins. On encourage la lecture dans tous les styles. Puis on a développé plein de styles. Puis c'est sûr qu'il y a des modes après à travers tout ça. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer juste un groupe d'ados. C'était des immigrants en francisation ici à Trois-Rivières. Puis j'ai vu un intérêt des jeunes. La plupart semblaient lire. C'est ça qu'ils me disaient. Ils aiment lire. Donc, je me disais, OK, c'est pas perdu. Ils aiment lire. Ils n'aiment pas tous le même genre. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, j'ai fait un sondage par après, parce que là, la pandémie commençait, je n'étais pas capable de le rencontrer physiquement personne, mais j'ai fait spontanément un sondage auprès de jeunes autour de moi. Qu'est-ce que vous aimez lire? Vous avez quel âge? Puis j'ai été surprise de voir qu'il y en a qui lisent beaucoup, mais il y avait des commentaires personnels à dire, moi, j'étais un peu tannée, on dirait qu'aux jeunes, c'était peut-être qu'ils ne retrouvaient pas en ce moment ou dans certaines librairies ou dans des maisons d'édition ce qui leur plaisait. Ils disaient, là, les magiciens, là, les dragons, là,
les zombies, ça va faire. Puis là, on dirait qu'on nous sort trop de ça. Ou des jeunes qui me disaient, hey, moi, d'un livre là, qui a 30 tomes, là, ça n'en finit plus. Là. À un moment donné, il faut que ça finisse. Je fais, OK, c'est intéressant. Il y en a qui sont. Ce qui fait qu'ils arrêtent de lire, c'est parce que peut-être qu'ils ne retrouvent plus ou on leur donne pas ce qui leur plaît. J'ai fait, mais c'est intéressant aussi de voir. C'est peut-être qu'en les gavant de ce qui leur plaît, on finit par les écœurer. Aussi, ben oui. Comme manger trop de crème glacée. C'est ça. Puis là, on retourne à l'authenticité de notre discours en tant que créateur. Moi, je pense que, en tout cas, moi, personnellement, ma première préoccupation, c'est pas de donner aux jeunes ce qu'ils veulent, c'est de lui donner le meilleur de ce que j'ai à lui offrir. Oui, qu'est-ce que moi, j'ai envie de raconter. C'est ça. Ça va trouver écho. Plutôt que d'essayer de me fitter dans une mode, nécessairement, je vais tomber à côté de la traque. On traque. revient au mononcle cool de tantôt. Oui, puis là, on perd le lecteur qui se désintéresse, qui trouve... C'est parce que c'est des besoins aussi. Je dirais que c'est des besoins contradictoires chez chaque être humain. On a un besoin de découverte, d'exploration, puis on a un besoin d'habitude, de routine. Alors, ces deux besoins-là sont pas toujours faciles non plus à réconcilier. Et il y a aussi les dictats du marché. À un moment donné, sûrement, on voit le Potter succès. Sort et les éditeurs ouvrent la brèche et creusent le filon jusqu'à écœurement. C'est ça. Et c'est ça, mais entre-temps, on a fait vivre des maisons d'édition qui peuvent nous éditer. Et quelles sont vos principales motivations à écrire? Parce que c'est quand même une tâche, là. Ouais. Vous vous installez, vous avez quand même... Vous ne faites pas ça à temps plein. Vous avez un autre travail qui vous occupe beaucoup. Vous êtes comédienne, Élise, entre autres, à l'école de police, faculté de médecine de Trois-Rivières. Étienne, donc, vous étiez dans l'enseignement. Je ne sais pas maintenant, est-ce que vous êtes toujours dans l'enseignement? Non, je suis dans l'administration. Dans l'administration, voyez... Rien à voir avec l'écriture. Hein? Donc, pour arriver... C'est une maison d'édition que j'administre. C'est ça, t'es quand même plus proche. Oui, mais tout de même, d'arriver puis de dire, là, je m'installe, j'ai ma journée de travail, j'ai ma semaine de travail. Alors, qu'est-ce qui vous motive à poursuivre ce travail? J'étais là, je sais pas, en tout cas, si pour toi, on dirait qu'à la fois, moi, c'est... J'adore, quand je dis aux gens, j'adore écrire. Et en même temps, il y a des moments où c'est le processus le plus difficile. Je ferais n'importe quoi d'autre que ça. Moi, ma réponse, elle est très, très... Je sais pas. Moi, j'aime pas ça, écrire, mais il faut que je le fasse. En même temps, oui. Ouais, c'est ça. Moi, je me vois pas faire autre chose. Je me suis mis dans la tête à un moment donné que j'allais être écrivain. Je me suis abreuvé de ça. J'en ai fait le moteur de ma vie. Tu sais, je me trouve un peu de nunuche quand je le dis, mais en même temps, c'est vrai. Non, mais pourquoi on en arrive à ça? C'est ça que je comprends pas. Moi, en tout cas, il y a un besoin fondamental de raconter une histoire, peu importe sous quelle forme. Oui, c'est ça. Je pense qu'à la base... La danse, la peinture, mais raconter une histoire à quelqu'un d'autre. À la base, on est des conteurs. Moi, je pense que c'est ça. Ça part du conte très de base. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, au bout de ma rue, il y avait une maison de sorcières. Mais c'était vraiment une vraie sorcière. Puis il fallait, si on voulait prendre le raccourci pour se rendre chez mon ami, comment ça s'appelait, Martin? Chez Martin, c'était de l'adrénaline. C'était de l'adrénaline. Oui. Et puis, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a toujours eu ça. Je pense qu'il y a le besoin de compter, mais, tu sais, écrire, oui, c'est fastidieux, sincèrement. Moi, j'écoutais une fois Kim Thuy qui parlait, j'ai failli quasiment éteindre la radio. Elle me disait, moi, quand j'écris, je jubile. Non, pas moi. Vraiment mais pas. Le pire, c'est que quand tu l'écoutes dans d'autres entrevues, peut-être qu'elle jubile, mais elle dit, moi, je suis pas capable d'écrire beaucoup, j'écris peut-être une ligne par jour. Je fais, OK, elle n'écrit pas tant que ça non plus, ça me rassure. La jubile, sa ligne, OK, on est peut-être... oui. Elle a peut-être il suffit d'une ligne parfois. Mais non, il y a une souffrance, là, des fois. C'est comme, on dirait que j'aimerais ça que l'ordinateur soit connecté directement à mon cerveau. Il me semble que l'histoire est toute là, mais prendre le temps de la structurer. Puis là, de faire, attends, il me semble que j'ai dit quoi par rapport à ce personnage-là, ça se tient pas, je me contredis avec ce que j'ai dit il y a 100 pages. Ah merde, il faut que je retourne voir. Je le sais plus, je suis rendue où. Il me semble que c'est ennuyant ce que j'écris. Ah, je vais continuer. Ah, mon Dieu, des fois, là, Puis pourtant, Dieu sait qu'on peut pas arrêter. J'arrêterai pas d'être écrivain, même si des fois, je trouve ça difficile, l'autodiscipline de l'écriture. Mais il n'y a pas une part de refus du monde, un peu. T'sais, moi, je me suis toujours senti comme un marginal. T'sais, j'ai grandi pourtant dans une petite banlieue, famille nucléaire. Je veux dire, j'ai pas de...
On est des rebelles à notre façon. Ben, rebelle, c'est peut-être pas le bon mot, étranger. ouais. Moi, ce serait le mot que j'utiliserais. Oui. pour Pourtant, moi. c'est ça qui est étrange, parce que c'est quand même, on s'entend qu'une banlieue, c'est pas une zone de guerre. Là. Non, mais C'est vraiment. l'endroit le plus paisible qu'on puisse J'ai imaginer. une Donc, pourquoi? paisible et moyenne. Mais J'ai il y a- pas eu de crise d'adolescence. Je fume pas de drogue. J'ai une vie plate. Souvent, je dis aux gens, je suis plate, j'ai une vie plate. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a de quoi que je déteste la routine. Moi, des jobs de 8 à 5, dire, Et bon, t'écris? vendredi s'en vient, bon, il me reste tant de jours aux vacances. J'aime pas cette espèce de vie. J'aime ça. Je rêverais d'être millionnaire, de pouvoir juste à la maison écrire quand je veux. À un moment donné, me lever à minuit, me mettre à écrire jusqu'à 2-3 heures du matin, me recoucher. Il y a de quoi dans l'écriture qui appelle des fois à cette espèce de détachement du temps, se marginaliser à sa façon, sans les Ouais. tatous, là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Tu sais, on regarde le monde autour, puis il y a une part d'insatisfaction. Je dis je devrais dire je. Là. Non, Il y a non, une mais part on peut dire d'insatisfaction. Oh oui. D'insatisfaction par rapport à la vie. Non. Mais est-ce qu'on n'est pas Tout ce des qu'il y gens en est. qui se questionnent plus que les autres ou qui observent Il y a plus? Probablement Moi, j'observe de ça. beaucoup. Moi, j'ai toujours compris la littérature comme quelque chose au croisement de l'art puis de la philo. Ouais, oui. Puis là, Oui. écoute, là, on a beau faire du jeunesse, les questions se Hein? posent de la même manière, je Ben pense. oui. Puis, tu sais, il y a une autre phrase que j'ai lue à un moment donné en lisant un essai qui disait on n'écrit pas pour raconter, on écrit pour comprendre. Ben, je pense qu'il y a ouais. quelque chose de cet Il y ordre-là. a quelque chose là-dedans, c'est Ouais, vrai. Même en faisant des histoires qui de prime abord, ont l'air farfelues ou juste rocambolesques, je Peu pense importe. qu'il y a quand même là-dedans un investissement, une quête de quelque chose. C'est-tu Oui. spirituel? C'est-tu philosophique? C'est-tu... On se fait vivre nous-mêmes des aventures, je veux dire, en même temps aussi, là. Moi, je me projette un peu, je me permets comme de vivre une aventure en dehors de ma vie. Puis là, en même temps, ben là, je m'interroge à travers l'histoire fantaisiste, exemple de la patate poilue, ben il y a quand même les liens d'amitié que je questionne. Donc, on questionne des trucs. Christian échappe son verre d'eau en même temps. Il y a de l'émotion dans le studio. Oui, c'est ça. Exactement. Mon Dieu, c'est il y a- exactement ça. il y a un Moi, état de choc. Aussitôt, là, Élise s'est mise à parler, puis déjà, je me suis senti absolument nerveux. Et j'en ai échappé mon verre d'eau, tellement c'était Et profond. c'est à ce moment qu'on édifiant. entend les fils et les micros grésiller. Là, le studio explose. C'est Et voilà, c'était le dernier balado de la SM. Mais Non. je lis dans la patate, l'arrivée inopinée de la patate poilue d'Élise, je lis dans notre village, tout est plus calme, mais c'est une qualité, ça. Tu comprendras un jour, dit la grand-mère, que tu as de la chance de vivre ici. Il faut juste que tu changes ton point de vue. Oui. Ben, oui. Écrivez-vous pour ça. Changez Mais- votre point de vue, pas celui des enfants, le vôtre. Probablement, parce que c'est tester des possibles. Tu sais, c'est un possible que j'ai mis, mais je vais réécrire. Puis quand on réécrit, ben, c'est parce que je me dis, ben, peut-être qu'il y a un autre possible qui serait meilleur. Et je fais des possibles. Tu sais, là, je pars quasiment dans la physique quantique. Là, c'était le moment physique quantique du balado. Je prends une espèce de voix sérieuse de radio communautaire. Mais c'est. On a eu c'est un Newton, peu le verre ça. d'eau est tombé. Bon, exactement. On sait que la gravité fait tomber les verres d'eau. Alors, première théorie testée aujourd'hui. Mais c'est comme, je pars de ma vie, puis là, je teste des possibles plus ou moins probables à très improbables. Là, si je pars dans une espèce de fantasy au Seigneur des Anneaux, je veux dire, il est parti de relations humaines, de relations de guerre réelles pour tester des possibles du monde, en fait, même si tu vas mettre un dragon ou tu vas mettre quelqu'un qui se questionne sur sa sexualité, oui, dans le fond, on se questionne notre point de vue, puis qu'est-ce que je pense là-dessus? Parce que dans le fond, moi, j'écris mon point de vue, j'écris pas la vérité, j'écris mon point de vue sur une chose. Puis tu parles de tester des possibles. Je veux dire, c'est un espace de liberté assez hallucinant, là, la littérature. On tu n'a sais. pas des fois dans notre propre vie. Mais, oui, mais tout à fait. Mais tu sais, je veux dire, il Ouais. y a pas de... Tout ce dont on a besoin pour écrire, c'est du temps. Puis bon, après ça, on pourrait dire du talent, de la sensibilité, du vocabulaire et autre chose. Mais tout ce que ça prend, c'est du temps. On n'a pas de limite de budget, d'espace physique. On peut inventer des lieux, inventer des mots, on a des situations. Juste lire Boris Vian, c'est fou ce qu'il a inventé, Oui. lui. Tu sais, je veux dire. Voilà. Et pourtant, ça tient, ça marche, puis ça C'est ça. touche.
Ben, on va se laisser, si vous le voulez bien, avec ce capitaine, ce vieillard qui se trouve dans une résidence pour personnes âgées et qui est un vieux capitaine, c'est comme ça qu'il se présente, un vieux capitaine de bateau, et l'enfant le voit comme ça aussi, et le vieux capitaine va dire à l'enfant, si tu fermes les yeux et que tu te sers de ta tête, cette caravelle, donc la résidence personnes âgées, sera ton bateau. N'oublie jamais, jeune matelot, que tout est possible. À qui sait y croire? A-t-il conclu, avant de se retourner pour de bon. Et là, vous avez une page très belle où on le revoit avec le déambulateur qui marche et qui retourne à sa chambre, tout chambranlant. Après avoir été si fort et énergique dans le récit. Dans c'est beau, son hein? histoire. Vraiment. Il y a peut-être que là que nous sommes forts, dans l'histoire. Ben, en fait, ce monsieur-là est rendu là. Ouais, c'est touchant quand même. Hein? C'est très touchant. Ben oui. C'est très, très, très touchant, ce passage. Oui. Alors, Étienne, Élise, merci beaucoup de cet entretien. Ça a été un plaisir de vous rencontrer cet après-midi. Ça a été un plaisir partagé. J'ai eu peur de dire la même chose. Je disais, on va avoir l'air synchronisé. C'était un plaisir. Oups, non. C'était très agréable. J'ai changé. C'est bien. À une prochaine. Merci. Entre guillemets est une production de la Société des écrivaines de la Mauricie, en collaboration avec la Gazette de la Mauricie. À l'animation, Christian Bouchard. À la réalisation, Christina Monfette-Fortin. Au montage, Anthony Gagnon-Boisvert. Avec la participation des comédiens Cindy Rousseau et Adamo Yonata, qui ont prêté leur voix aux mots des auteurs-autrices. Merci à Steve Hill pour la chanson Days, ainsi qu'à Cathy Bélanger pour l'illustration. Nous remercions également de leur collaboration les éditions Boréal, Dominique et compagnie, L'Écrou, Libre Expression, Pierre Tisser, Le Cartanier, Le Sabord, Soulière et Le Soleil de minuit. Ce projet a été rendu possible grâce à l'appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec et de Culture Mauricie.